Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de notre conférence annuelle Loi de finances et actualité fiscale pour le secteur financier. Je suis Étienne Genot, associé en charge du secteur financier au sein du cabinet Deloitte Tage. Et au nom de tous mes associés, je vous présente nos meilleurs vœux pour 2022 et surtout, bien évidemment, par les temps qui courent, une excellente santé. Portez-vous bien. Comme chaque année, nous organisons cette conférence en partenariat avec l'AMAFI, l'Association des marchés financiers. Et j'ai donc à mes côtés, pour animer cette conférence, Éric Vacher et Emmanuel Strauss. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors Éric, tu es le conseiller des affaires fiscales de l'AMAFI. Et Emmanuel, tu es à la fois le président de la commission fiscale de l'AMAFI et le directeur fiscal de Natixis. Tout au long de cette conférence, vous nous apporterez votre éclairage sur les différents thèmes que nous allons aborder. Merci Étienne, bonjour à tous. À mon tour, je souhaite vous présenter les vœux de l'AMAFI en vous souhaitant une très belle année 2022. Je souhaite également bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent pour ce 12e rendez-vous annuel. Donc c'est un partenariat qui dure. Et je voudrais vous remercier ceux d'entre vous qui sont fidèles, donc précisément de leur fidélité. Je profite également de ce moment pour remercier ceux d'entre vous qui apportent leur contribution au sein du comité fiscal ou des groupes de travail de notre association professionnelle. Ils contribuent à défendre les intérêts de la place de Paris. Merci particulièrement au président du comité fiscal qui ne compte pas son temps et ses apports techniques pour enrichir nos travaux. Et bien sûr, merci enfin à notre partenaire Deloitte Tage, société d'avocats, et donc à toute l'équipe conduite par Étienne. Voilà, comme chaque année, je vais en quelques mots vous indiquer quel est le programme de notre matinée, courte matinée. Nous aurons tout d'abord l'actualité TVA qui est chargée cette année particulièrement. Ensuite, nous traiterons la transformation à laquelle on est en train d'assister en matière de fiscalité internationale et fiscalité européenne. Puis, la fiscalité individuelle et l'actionnariat, c'est un sujet toujours sensible à la veille d'une élection présidentielle. Et enfin, les actualités de fiscalité d'entreprise et quelques points d'actualité sectorielle. Donc vous voyez que malgré une loi de finances relativement modeste, notre programme est chargé ce matin. Et donc je vais tout de suite laisser la parole à Étienne avec le soin de conduire les échanges et peut-être déjà de nous éclairer sur le choix du titre de cette conférence, cette année, le calme avant la tempête. Alors effectivement, cette année, nous avons décidé d'appeler notre conférence « Le calme avant la tempête ». Nous aurions pu aussi l'appeler « Le calme avant le Big Bang ». Et la raison de ce titre, c'est qu'on va le voir, hein, autant cette année, il y a assez peu de mesures impactantes dans les lois de finances pour les entreprises du secteur financier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que c'est une année un peu d'accalmie. Autant, à partir de 2023, il y a des réformes majeures qui vont rentrer en vigueur et qu'il va falloir préparer dès maintenant. Et je pense bien sûr en particulier au groupe TVA et à Pilier 2. Tu l'as dit, Éric, cette année, l'actualité TVA est particulièrement riche. Et c'est pour ça qu'on a décidé, une fois n'est pas coutume, de commencer cette conférence par les sujets TVA. Et pour en parler, j'accueille Anne Gérometta, qui est l'associée de notre équipe fiscalité indirecte pour le secteur financier. Bonjour Anne. Bonjour Étienne. Alors la première mesure dont tu vas nous parler, c'est une mesure de la loi de finances qui vise à renforcer l'attractivité et la compétitivité de la place de Paris. Oui, effectivement, la bonne nouvelle dans le cadre de la loi de finances pour les aspects taxes indirectes, c'est la modification du régime de taxation des opérations financières. On avait jusqu'à présent un régime qui était relativement contraignant puisque les opérateurs, quand ils décidaient d'opter, ils étaient bloqués pendant 5 ans dans cette option. Et cette option s'appliquait à l'ensemble des opérations qui rentraient dans le champ de l'option. Le nouveau régime ne modifie pas le champ d'application, ce qui veut dire que les opérations qui étaient déjà exclues de la possibilité d'option pour la taxation resteront exclues. En revanche, maintenant, on va pouvoir sélectionner opération par opération
celles qu'on souhaite soumettre à la TVA. Donc très concrètement, on voit bien qu'on a une simplicité plus grande, puisqu'avant on était obligé de mesurer l'avantage de rentrer dans l'option. Là, on va pouvoir enclencher cette taxation uniquement dans les cas où on a un effet bénéfique. Donc typiquement, quand on a un preneur à l'étranger, eh ben, on pourra bénéficier d'une augmentation des droits à récupération, et en tout état de cause, ça ne sera pas taxable puisque l'option n'a pas d'effet dans les autres pays. Donc globalement, une mesure qui semble plutôt positive, qui à la base avait pour vocation de se mettre en conformité avec le droit communautaire. Est-ce que, Éric, tu as un retour de la MAFI à nous faire sur ce sujet ? Eh bien, écoute, oui, Anne, c'est effectivement une mesure qui est perçue comme très positive pour la place de Paris dans son ensemble, enfin le secteur financier dans son ensemble, parce qu'il apporte souplesse et opportunité en matière de gestion de la TVA, des droits à déduction de TVA, de la taxe sur les salaires. Mais je mettrai toutefois deux bémols à cet enthousiasme. Le premier, et tu l'as rappelé, c'est que l'option est révocable depuis un certain nombre d'années, et on a constaté que cette révocation de l'option s'est produite surtout dans deux secteurs du monde financier, le secteur de la gestion et le secteur de la banque. Les intermédiaires financiers représentés par la MAFI, en raison notamment des marges qui sont assez serrées, particulièrement dans le courtage, et des coûts d'investissement informatique élevés avec des droits à déduction de TVA attachés, et éventuellement des salaires significatifs avec un impact taxe sur les salaires s'ils avaient révoqué l'option, donc ont plutôt été prisonniers de cette option et donc sont restés dans le monde de l'option. L'option introduite dans le nouveau dispositif opération par opération pourrait donc potentiellement aboutir à ce que certains intermédiaires se voient imposer d'une certaine manière par leurs clients de ne plus soumettre à TVA des opérations qui étaient antérieurement soumises et leur procuraient des droits à déduction et leur évitaient de la taxe sur les salaires. Donc on doit mesurer tout ça. Il est vraisemblable, en tout cas ce qui est certain, c'est que globalement c'est positif. La question c'est de savoir comment ce gain va pouvoir se répartir entre les acteurs et donc vraisemblablement des discussions commerciales un petit peu difficiles. Le deuxième bémol, c'est la question de la gestion opérationnelle de cette option opération par opération, qui risque peut-être d'être plus difficile pour les petites structures ou les structures de taille intermédiaire. Donc c'est pour cette raison qu'à la MAFI, le comité fiscal a décidé de constituer un groupe de travail ad hoc pour expertiser ce point et voir s'il y a en tout cas des points de discussion possibles avec l'administration sur ces sujets, mais c'est trop tôt pour indiquer si effectivement une partie du secteur financier sera impactée négativement par une mesure qui, je le rappelle, est globalement très positive. Anne, je crois qu'il y a une autre publication qui a eu lieu en cette fin d'année et qui est très importante pour le secteur financier, puisque l'administration a modifié ses commentaires relatifs aux relations siège-succursale. Oui, tout à fait. Donc, on a une mise en conformité avec à la fois les principes communautaires Scandia et Danske Bank, et la jurisprudence du Conseil d'État dans l'affaire BNP Paribas Securities. Pas de surprise, dans les grandes lignes, on confirme que des flux entre un siège et une succursale ou inversement, dès lors que l'un des deux est membre d'un groupe TVA dans son État membre, rentre dans le champ de la TVA. Une précision intéressante, c'est que l'administration nous confirme que quand on a des flux entre deux succursales qui ne sont pas membres d'un groupe TVA, mais que le siège a lui-même opté dans son État membre, on n'a pas entre guillemets une pollution cross-border du fait que le siège soit dans un groupe TVA, et donc le flux entre ces deux succursales resteront hors du champ de la TVA. Donc évidemment, pas de surprise, c'est un élément dont il faut tenir compte pour les droits à récupération, le calcul du prorata, et en matière de taxe sur les salaires. Et ça peut avoir à la fois un effet positif si ce sont des opérations qui sont de nature taxable, ou négatif si ce sont des opérations qui sont de nature exonérée. Deux actualités donc importantes, mais qui restent probablement des mises en bouche, je dirais, par rapport au gros chantier de l'année 2022
pour la plupart des groupes, qui est la mise en œuvre du groupe TVA. Anne, peux-tu nous indiquer quelles sont les dernières avancées en matière de groupe TVA et comment gérer certaines difficultés pratiques? Alors effectivement, on a eu dans les dernières semaines qui ont précédé les fêtes de fin d'année une avancée importante avec des précisions sur l'articulation entre l'option pour le 206.5 et la configuration groupe TVA. Donc on devrait avoir dans les prochaines semaines, j'espère, un projet un décret pour justement adapter ce mécanisme dans la configuration groupe TVA. On aura un coefficient adapté qui prendra en compte le chiffre d'affaires intragroupe pondéré au prorata du groupe TVA. Donc ça, c'est un élément très important parce que ça va permettre de finaliser les périmètres au sein des groupes. C'était assez structurant en termes de structure. Après, si on regarde de façon plus générale sur les aspects droit à déduction, c'est vrai qu'on a une plus grande complexité, j'ai envie de dire, dans les règles. On a plus de règles à gérer, puisque effectivement, les droits à récupération vont devoir être appréhendés aux bornes du groupe TVA. Donc, il y a nécessité d'avoir une traçabilité de l'utilisation des dépenses au sein du groupe. Et on a aussi des nouveaux mécanismes qui sont mis en place. Cela étant, je voudrais passer un message positif et rassurant aujourd'hui. Il y a certes des chantiers à mener au cours de l'année 2022, mais ça sera vraiment le ciment pour avoir une gestion confortable de ces nouveaux mécanismes. Très concrètement, si on regarde le cas d'une entité qui serait membre d'un groupe TVA, ces dépenses qui sont exclusivement utilisées pour servir des tiers au groupe TVA, on n'a pas de modification. Pour les frais généraux, sauf exception, on devrait être au prorata groupe. Et donc la question, elle porte sur les dépenses qui sont au moins en partie utilisées au sein du groupe. Et donc là, concrètement, il va falloir mener au cours de cette année 2022 des chantiers avec une vision de comptabilité analytique sur les flux structurels significatifs au sein du groupe pour déterminer en amont une méthodologie qu'on va transposer dans les systèmes d'information afin d'automatiser ces traitements. Donc en synthèse, j'ai envie de dire, pas de panique. Il y a certes un travail préparatoire important à réaliser en amont, mais il devrait permettre de lever la majorité des difficultés opérationnelles. Merci Anne. Une fin d'année donc très riche en matière de TVA. Éric, peux-tu nous parler du ruling obtenu par l'AMAFI relatif aux IFT sur matières premières ? Oui, alors effectivement, comme vous le savez, à la suite du Brexit, un certain nombre d'opérateurs qui agissaient depuis Londres ont choisi de déployer leurs activités à partir de France notamment et d'autres pays. Et donc dans ce contexte, certains opérateurs nouveaux adhérents de l'AMAFI, nous ont interrogés pour avoir une lecture du cadre légal et doctrinale en France sur les activités qui portent sur des instruments financiers à terme ayant pour sous-jacent des matières premières ou des marchandises. Et on s'est aperçu effectivement que les textes méritaient qu'on apporte une attention particulière et que l'on apporte plus de sécurité juridique aux opérateurs. Donc en particulier, un adhérent a déposé une demande de rescrit et à la suite de ça, le comité fiscal de l'AMAFI et un groupe de travail restreint ont été constitués pour finalement essayer d'éclairer ce point. Alors, le groupe de travail restreint était composé, comme son nom l'indique, de 2 entreprises seulement représentatives. Une qui venait travailler en France depuis une expérience londonienne avec des particularités liées à ce type de situation. Et puis une autre qui était une entreprise traditionnelle française, bien implantée, et qui avait l'habitude d'opérer sur ces IFT ayant pour sous-jacent des matières premières. Il était également composé de 2 cabinets d'avocats, CMS Francis Lefebvre et Deloitte Tage, et donc Anne et son équipe, de façon à éclairer sur le point de vue juridique et fiscal d'une part, et la fiscalité comparée en la matière, puisque c'est de la directive européenne que découlent les textes applicables dans les différents États membres. Alors, de ces travaux est ressortie une analyse assez précise qu'on a souhaité soumettre
Donc avec ce groupe de travail restreint à la DLF, et la DLF, en réponse, a donc produit à la fois un rescrit individuel pour cet adhérent et un rescrit collectif que l'on a communiqué en fin d'année à nos adhérents. Alors, peut-être juste dans les grandes lignes, que dit ce rescrit collectif? Eh bien, il apporte la précision importante que l'exonération issue de la directive, et qui est codifiée au Code général des impôts à l'article 261 C1E, cette exonération, elle porte sur la totalité des IFT sur matières premières qui se dénouent uniquement en monétaire, sans possibilité de délivrance physique. Et ça, c'était très important parce qu'il y avait un certain flou sur ce périmètre-là. Ensuite, elle apporte d'autres précisions, et particulièrement sur une exonération spécifiquement française qui ne découle pas de la directive et dont d'ailleurs on peut s'interroger sur la légalité, qui est l'exonération de l'article 261 1.4 du Code général des impôts, qui permet d'exonérer les IFT sur matières premières dès lors qu'ils sont réalisés sur un marché réglementé. Là, la précision importante qui est apportée, c'est qu'on parle de marché réglementé au sens du droit français, mais également au sens européen, et également les marchés réglementés assimilés situés hors Europe. Donc voilà les principales orientations de ce rescrit, et bien entendu, si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations sur ces éléments, vous pouvez nous contacter, nous vous communiquerons le détail de ce rescrit. Alors la fin d'année 2021 a aussi été marquée par le délai supplémentaire accordé par l'administration fiscale aux entreprises pour mettre en œuvre la facturation électronique. L'administration a vraiment été très active à la fin 2021, en TVA, et on verra aussi dans d'autres matières. Anne, est-ce que tu peux nous rappeler les grandes échéances qu'il faut qu'on ait en tête pour la facturation électronique? Tout à fait. Donc maintenant, on a 3 jalons qui ont été posés pour les obligations de facturation électronique et e-reporting. Donc c'est un calendrier commun pour ces 2 obligations. Et en fait, le calendrier dépend de la taille des entreprises. Donc le premier jalon est au 1er juillet 2024, et ensuite ce sera 1er janvier 2025 et 1er janvier 2026. Donc c'est en fonction de la taille des entreprises. C'est une notion qu'on appréhende au niveau de l'entité juridique, ce qui veut dire que dans les grands groupes, on va avoir probablement différentes vagues d'entrée en vigueur de cette réforme au sein des entités. Alors, certes, on a un report de mise en œuvre de cette mesure, et il est vrai que l'ensemble des flux du secteur financier ne seront pas soumis à l'ensemble de ces obligations. Cela étant, ce que l'on voit souvent, c'est que sur le secteur financier, les opérateurs sont moins avancés sur les obligations de pistes d'audit fiable, qui est une documentation qui est très utile dans le cadre de la mise en œuvre de ces chantiers de facturation électronique. Donc, ça veut dire qu'il y aura probablement un travail de recensement de l'existant qui sera peut-être un peu plus long. Donc, certes, un report de la mise en œuvre de cette mesure, mais il est important de lancer ces chantiers tout de même assez vite. Merci Anne. Si maintenant on essaye de se projeter à un peu plus long terme, il y a la réforme communautaire en cours de réflexion sur les règles TVA applicables au secteur financier. Éric, la MAFI a répondu à la consultation de la Commission européenne sur ce sujet. Quelle position avez-vous prise? Oui, alors Emmanuel, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'année dernière avait déjà évoqué ce point-là, puisqu'on savait que la Commission avait dans son programme de travail la rénovation des règles concernant le secteur financier, donc banque et assurance notamment. Et donc, comme attendu, en 2021, elle a lancé une consultation avec la perspective qui était annoncée d'une proposition de directive au premier semestre 2022. Finalement, le calendrier va vraisemblablement être un petit peu décalé. On n'attend pas de proposition de directive avant la fin de l'année, mais effectivement, nous avons participé à cette consultation. Et donc, dans les grandes lignes, ce qu'envisage désormais la Commission, qui est plus ambitieux que ce qui avait été proposé il y a une dizaine d'années, c'est
peut être de supprimer l'option TVA pour le secteur financier dans un cadre adapté, ou bien de maintenir l'option, mais de restreindre le champ des exonérations prévues pour le secteur financier, et enfin de retravailler les dispositifs de partage de coûts avec l'objectif d'atténuer les rémanences de TVA pour ce secteur. Alors, face à ça, la MAFI s'est dite absolument pas opposée au principe d'une suppression de l'exonération de TVA pour le secteur financier, mais bien sûr, à condition que ça se fasse à des conditions de base et de taux adaptés. Et la raison de cette position, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est notamment que les acteurs du secteur financier sont actuellement très impactés par la taxe sur les salaires. Et donc, ouvrir le champ d'une taxation adaptée, encore une fois, en termes de base et de taux, ça serait permettre aux acteurs de se délivrer de cette prison de la taxe sur les salaires. Si nous n'obtenons pas cette adaptation, nous avons également indiqué dans le cadre de cette consultation qu'il serait important de s'accorder sur des définitions communes et évolutives au niveau européen, d'adopter un principe d'option généralisée pour la TVA en B2B, dans l'espace applicable à l'ensemble des États membres, et enfin d'harmoniser au sein de l'Europe les droits à déduction en matière de TVA. Et sur ce dernier point, d'ailleurs, on peut signaler que c'est un des chantiers que la DLF a en tête pour 2022, notamment parce qu'on a bien conscience qu'il y a un décalage entre la doctrine française actuelle et l'évolution de la jurisprudence européenne en la matière. Merci beaucoup, Éric et Anne, pour votre éclairage sur cet impôt complexe, mais qui est essentiel pour le secteur financier, qui est la TVA. Et j'accueille maintenant Grégoire de Voguier, qui est notre associé en charge de notre département prix de transfert, et Antoine Brunetto, associé en charge du secteur assurance, pour nous parler, bonjour à tous les deux, pour nous parler du nouveau paradigme en matière de fiscalité internationale et de fiscalité européenne. Alors, ce qu'on voit, c'est que on a un programme extrêmement chargé en matière de fiscalité de l'Union européenne, puisque fin novembre a été publiée la directive CBCR public, que dans les 6 prochains mois, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, il y a au menu la négociation de 2 directives qui sont essentielles et dont les projets ont été dévoilés fin décembre 2021, le projet de directive Pilier 2 et le projet de directive ATAD 3. Et puis à long terme, on parlera notamment de la proposition DEBRA. Alors, pour commencer, Grégoire, que peux-tu nous dire du CBCR public et puis surtout de Pilier 2 avec le beau cadeau de Noël, je devrais dire les beaux cadeaux de Noël qui nous ont été offerts à la fin de l'année par l'OCDE et par la Commission européenne? Merci Étienne. Oui, tu parlais d'un calendrier intense. C'est vrai que ça a été très très chargé et ça va l'être encore. Alors le CBCR public, on en parle finalement depuis 5-6 ans. Ça y est, il est là et c'est le CBCR public pour tous. Alors quand je dis pour tous, c'est très clair parce qu'on avait déjà sur le secteur bancaire l'obligation CRD4 et donc une publication d'un certain nombre d'informations. Et donc la bonne nouvelle, c'est que la Commission n'entend pas faire doublon entre le CBCR public et CRD4. Et donc toutes les entités qui étaient couvertes par l'obligation CRD4 seront exclues du champ d'application de ce CBCR public. Pour les autres, alors il est intéressant de voir que les motifs qui sont indiqués par la Commission, c'est de la volonté d'accroître la transparence et de renforcer le contrôle du public. On va même jusqu'à dire que ça permettra au public d'évaluer l'incidence de ces activités, celles des multinationales, sur l'économie réelle.
Quand on voit le niveau d'agrégation auquel on arrivera, je pense qu'on sera sur des informations qui seront difficilement lisibles, mais ça donnera une première piste de réflexion au grand public sur ces thématiques-là. Alors, qui est concerné? On a ce seuil qu'on va retrouver dans tous les textes de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires consécutif. Donc, c'est le même seuil aujourd'hui sur le CBCR classique. On verra que c'est le même seuil aussi qui s'applique sur Globe. Et donc, tous les groupes concernés, qu'ils soient d'ailleurs avec un siège européen ou non, devront publier quelque chose. Cette publication devra être faite sur le site internet des groupes et donc accessible au public. Pour les groupes européens, on est évidemment sur l'intégralité de l'information du groupe. Pour les groupes non européens, en théorie, c'est la même chose. Maintenant, la Commission a prévu le fait que probablement les entités européennes de ces groupes auront du mal à accéder à toute l'information. Donc ils doivent publier ce qu'ils peuvent en indiquant que le groupe n'a pas communiqué l'intégralité de l'information. Alors, en termes de contenu, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette déclaration? La liste et les activités de l'ensemble des entités, filiales, succursales présentes dans l'Union européenne et des informations chiffrées qui, là encore, rappellent le CBCR, nombre de salariés en ETP, chiffre d'affaires, y compris les intragroupes, ce qui va poser des problèmes de réconciliation par rapport, par exemple, au chiffre d'affaires consolidé publié. Bénéfices ou pertes avant impôt, montant de l'impôt exigible, montant de l'impôt effectivement payé et montant des bénéfices non distribués. Les informations sont publiées pays par pays pour l'ensemble des pays de l'Union et l'ensemble des implantations dans les territoires non coopératifs au sens de l'Union européenne. Pour le reste du monde, c'est une information agrégée. La publication de ces informations doit se faire dans les 12 mois suivant la clôture des exercices concernés et ça va démarrer pour tous les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024, soit un an après le délai de transposition donné. Donc ça, c'est pour le CBCR public. Globe, maintenant. Alors Globe, on est sur un texte dont on parle aussi depuis longtemps, donc le pilier 2 de l'OCDE, avec une succession de 2 publications, c'est ce que tu évoquais Étienne. Le 20 décembre, on a eu l'OCDE qui a publié son texte, et le 22 décembre, la proposition de directive avec un calendrier extrêmement serré, puisque la présidence française va être consacrée à la ratification de cette directive, donc d'ici le 30 juin, et derrière, la transposition doit se faire d'ici la fin de l'année, pour une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2023. Donc délai excessivement court. On va voir que c'est très complexe, et donc ça veut dire que pour les groupes concernés, il faut aller vite, il faut lancer les chantiers, il faut se mettre en ordre de marche pour arriver à répondre à cette obligation-là. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à ce taux d'impôt mondial minimum de 15% qui a été annoncé et publié largement par le G20. Et donc ce qu'on peut dire à ce stade, on ne va pas revenir sur le détail des règles de fonctionnement qui sont excessivement complexes. Donc sont concernés, encore une fois, tous les groupes dont le CA Conso, dans la norme comptable de la mer, est supérieur à 750 millions d'euros. Les calculs se font sur une base consolidée. Alors, pour un fiscaliste, c'est forcément une innovation, puisque nous, on travaille beaucoup sur les comptes statutaires. Donc ça veut dire qu'on va avoir, encore une fois, quelque chose d'hybride qui va mélanger de la donnée conso, mais dans laquelle on aura une notion d'impôt. Et donc, on va avoir des calculs qui vont être complexes parce que mélanger des notions différentes. Et donc, vont aussi impliquer au sein des groupes à la fois les équipes fiscales, les équipes comptabilité, les équipes consolidation. Donc c'est des projets qui vont être très transverses. Le mécanisme principal pour arriver à ces 15%, c'est le mécanisme de la règle d'inclusion des revenus. C'est-à-dire que ça va se passer au niveau de la tête de groupe qui va regarder ce qui se passe dans chacun des pays et qui va payer au niveau de son état tête de groupe une imposition complémentaire pour compenser la non-imposition locale. Il y a une règle secondaire qui est prévue, donc qui est la règle des paiements insuffisamment imposés, qui va permettre, pour les pays qui n'ont pas transposé cette règle, et donc l'ARIR, de capter cette imposition-là par non-déduction partielle de montants qui seraient versés dans les États dont le taux d'impôt est inférieur à 15%. Donc voilà, très complexe à mettre en œuvre. Et le chantier doit être mené très très rapidement. En termes de calcul, alors là on ne va pas revenir dans le détail non plus, la réalité du calcul est compliquée, on va avoir un calcul par pays de taux effectif d'imposition, donc avec au numérateur l'ensemble des impôts qui sont couverts et au dénominateur l'ensemble des résultats globes, donc sur une base
des résultats post-taxe ajustés. On va évidemment rajouter les impôts payés, mais il y a un certain nombre d'ajustements qui sont prévus. La grande nouveauté de la directive par rapport au texte de l'OCDE, c'est les sanctions, avec la mise en place d'une sanction potentielle de 5% du revenu de l'entité constitutive en cas de défaut ou d'erreur dans la déclaration. C'est énorme, donc on va voir comment c'est transposé, mais c'est vrai que ça peut être extrêmement fort en termes de pénalisation sur ce texte-là. D'autant plus que notre anticipation, c'est que l'ensemble des pays membres du club inclusif de BEPS vont augmenter leur taux. Et donc, on va se retrouver avec un taux qui sera probablement à 15% à peu près partout. Et donc, un impact en matière d'impôts supplémentaires relativement limité. Donc, on a une mise en place de quelque chose qui va être très lourd en termes de compliance pour probablement des paiements effectifs relativement faibles. Alors, c'est notre anticipation. Emmanuel, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, en tant que groupe concerné, et puis plus largement au travers des adhérents de la MAFI. Oui, alors tout à fait. Moi, je confirme complètement tes propos, Grégoire, en ce sens que pilier 2, c'est déjà l'apéritif. Parce que derrière, on a pilier 1. Pilier 1 concernera évidemment assez largement le secteur non financier et peut-être moins le secteur financier. Mais il me fait penser un peu à cet adage chinois qui vous dit que là où l'œil s'enivre un peu de lointain, l'esprit repousse toutes les certitudes. Alors là l'œil s'est enivré et on est allé assez loin dans les incertitudes. Et aujourd'hui, très concrètement et plus sérieusement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on crée très concrètement un nouveau référentiel IFRS pour nos équipes comptables, dont le rêve affiché depuis déjà un certain nombre d'années est de faire totalement converger les normes anglo-saxonnes vers les normes domestiques, de façon à simplifier effectivement opérationnellement le traitement des données. C'est une usine de conformité fiscale. Et donc, en pratique, ce que l'on anticipe sont effectivement des projets IT, naturellement, mais sans doute également des équipes de tax accounting à étoffer assez naturellement. Et on a un peu envie de dire, dans le contexte, puisque je crois qu'un certain nombre d'États ont d'ores et déjà annoncé qu'ils relèveraient leur taux pour être au taux minimum, et que donc, en conséquence, la top-up tax, la recette attendue de la top-up tax pourrait ne pas être celle escomptée, affichée dans tous les rapports internationaux. On a un peu envie de dire tout ça pour ça. Voilà, je crois qu'on est aujourd'hui, en tout cas, dans un timing extrêmement serré, avec des contraintes de délai de livrable serrées. L'Europe a rajouté effectivement sa touche sanction, avec cette pénalité de 5% pour au final une recette qui pourrait ne pas être tout à fait celle qui était attendue. Merci. Beaucoup de travail en perspective donc, pour les groupes sur ce sujet-là. Antoine, peut-être avant de nous parler d'ATAD 3, qui est aussi un nouveau projet intéressant, peux-tu nous donner les dernières actualités sur ATAD 2? Alors, on rappelle qu'ATAD 2 est rentré en vigueur déjà en 2020, mais qu'à partir de cette année, les dispositifs applicables aux hybrides inversés vont s'appliquer. Alors en fait, Étienne, il y a deux actualités ATAD 2 cette année. Il y a la loi de finances qui nous a apporté des précisions, et puis évidemment le BOFIP. Et j'aurais tendance à dire enfin le BOFIP, parce qu'on l'a beaucoup attendu. Alors sur la loi de finances, c'est une simple clarification. C'était sur l'exercice de prise en compte de la réintégration en cas de déduction sans inclusion ou de double déduction dans les 24 mois. Et donc on nous précise juste que l'exercice de rattachement, ça sera le dernier exercice ouvert au cours des 24 mois suivant la fin de l'exercice au cours duquel on a déduit initialement la charge. Voilà. C'est un peu long, mais en fait, finalement, c'est assez clair et c'est juste une petite clarification qui était nécessaire. Ensuite, alors sur le BOFIP. Alors le BOFIP, comme je le disais, on l'a attendu longtemps et on en attendait beaucoup aussi parce que c'est un dispositif qui est compliqué et qui demandait des clarifications. Et malheureusement, la déception est un peu à la hauteur de l'attente. Alors d'abord parce qu'on a bien quelques exemples illustratifs simples pour les différents mécanismes, mais on attendait plus que ça, on attendait des cas pratiques pouvant nous aider à comprendre et à régler des cas complexes. Et ça, ils ne sont pas inclus dans le BOFIP.
Ensuite, il y a peu de commentaires nouveaux. Alors, par contre, il y a quelques précisions, quelques définitions nouvelles qui sont tout de même utiles. Et puis aussi quelques éléments sur la charge de la preuve. Alors, je ne vais pas faire un inventaire à l'après-vert, mais on a choisi quelques thèmes, entre guillemets, qui nous paraissent importants. Alors, évidemment, ce n'est pas exhaustif, évidemment. Alors, première chose, c'est sur l'inclusion. On nous confirme qu'il n'y aura pas de remise en cause de l'inclusion du fait de l'imposition du résultat dans lequel le paiement a été inclus à un taux plus faible que le taux normal, ou même en cas d'exonération, si, encore une fois, c'est en application de la législation du pays de résidence du bénéficiaire. Donc ça. Deuxième chose sur cette notion de déduction sans inclusion, spécifiquement sur les instruments financiers, on nous précise que le paiement est reconnu comme inclus si l'exonération ou l'allègement fiscal accordé par la réglementation de l'état de résidence du bénéficiaire est uniquement fondé sur le statut fiscal du bénéficiaire. Autre précision intéressante, c'est sur la notion d'entreprise associée. On nous dit juste que la conclusion d'un pacte d'actionnaires n'est pas nécessairement constitutif d'une action conjointe. Donc ça, c'est quand même une précision importante. Autre précision importante aussi, c'est sur le fait que ce n'est pas parce qu'on a un caractère non déductible qu'on a une qualification de revenu distribué. Donc c'est important en matière de retenue à la source sur ce sujet-là. Autre définition qui était attendue et un peu aussi, on est un peu déçu, c'était justement sur le dispositif d'hybride inversé où on a l'exclusion, ce qu'on appelle les OPC largement distribués. Et donc la définition qu'en donne le BOFIP sur ces OPC exonérés de l'hybride inversé, c'est donc des OPC-VM ou des FIA qui sont ouverts à des investisseurs non professionnels et qui vise spécifiquement la possibilité d'être souscrit par tout souscripteur. Donc c'est assez restrictif comme définition. Bon, c'est pas vraiment une surprise, mais on pensait qu'il y aurait un champ un tout petit peu plus large. Dernier élément qui est intéressant sur ce BOFIP, c'est les éléments sur la charge de la preuve. Alors, on nous dit déjà, on nous précise qu'on donnera des preuves qu'à la demande de l'administration. Bon, c'est bien de l'écrire. Qu'on peut donner les preuves par tout moyen, très bien, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne 3 éléments de preuve qui peuvent être donnés par le contribuable. Alors le premier, c'est donc les écritures comptables, évidemment de la société bénéficiaire, la déclaration de résultat de cette société, avec par exemple la liquidation de l'impôt, et puis troisièmement, un dossier, une documentation qui décrit la législation applicable dans le pays de résidence du bénéficiaire, et puis qui justifie que le paiement n'a pas généré d'effet d'asymétrie fiscale. Voilà. Donc sur ATAD 2, après ATAD 2, il y a ATAD 3. Donc, ainsi de suite, je ne sais pas jusqu'où on ira. Donc ATAD 3, c'est un projet de directive qui doit être transposé, lui, c'est mi-2023 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Voilà, c'est ce qui est prévu. Et sont concernés par cette nouvelle directive les entités qui sont établies dans l'Union européenne. Et donc on nous annonce déjà qu'il y aura bientôt aussi une directive sur les sociétés écrans établies hors de l'Union européenne. Voilà. Et donc le but, c'est de lutter contre l'interposition justement de ces sociétés écrans pour des raisons fiscales. Donc principalement évidemment pour bénéficier de taux réduits sur les retenues à la source ou d'exemptions de retenues à la source. Alors le mécanisme est encore une fois un peu complexe, qui est imaginé être un peu complexe. On va dire qu'il y a 4 étapes essentielles. Alors la première étape, c'est identifier les entités qui sont a priori susceptibles de manquer de substance. Et là-dessus, il y a 3 critères qui ont été établis. Premier critère, ça va être sur la nature des revenus. On va dire, en gros, c'est les revenus, si on a des revenus passifs essentiellement. Deuxième critère, ça va être l'existence de flux entre différents pays, donc transfrontaliers. Et troisième critère, ça va être aussi l'existence d'une sous-traitance du management ou des services administratifs. À noter qu'il y a 5 exonérations qui existent sur des entités qui sont notamment dans ces exonérations, et ça va intéresser les acteurs du secteur financier, c'est les sociétés qui sont réglementées sont exclues du mécanisme, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Alors,
Ensuite, si on rentre dans les 3 critères cumulatifs et on n'est pas exonéré, on va avoir une obligation déclarative à joindre à l'alias fiscal. Et donc, dans ces informations, on va donner justement des éléments sur des indicateurs de substance. Alors, essentiellement, ça va tourner autour de l'existence de locaux, voilà, ce qui est assez logique, l'existence d'un compte en banque en France ou dans l'Union européenne, et puis évidemment des informations sur les dirigeants, leurs fonctions, et puis sur les employés. Et donc, sur sa base de critères, on va dire s'il y a une présomption de substance suffisante ou insuffisante. Une fois si on est en présomption de substance insuffisante, on a quand même la possibilité de reverser cette présomption en apportant d'autres éléments factuels. Dernier point à souligner, c'est que la directive prévoit que les pays pourront prévoir d'exonérer de déclaration certaines entités dans le cas où on a une absence d'avantage fiscal avéré. Donc, encore une fois, si la conséquence essentielle de cette directive, ça serait que, en cas de substance insuffisante, on n'aura plus accès au réseau des conventions fiscales internationales et au niveau des directives. Donc, c'est un impact qui peut être assez important en matière de retenue à la source. Emmanuel, là-dessus, est-ce que la MAFI ou en tant que représentant d'un grand groupe, quels sont les impacts que tu prévois pratiques? Alors, on peut dire que cette directive donc, qui était attendue, pour laquelle les objectifs de la Commission sont naturellement partagés, n'était pas véritablement espérée par le secteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle irradie un nombre d'activités très importants dans tout le secteur financier. Donc, j'en veux pour exemple, soit dans le secteur de la banque de financement et d'investissement, toute la périmétrie des véhicules d'émission qui ne sont pas forcément et nécessairement régulés, l'ensemble des véhicules utilisés dans la gestion d'actifs, là encore, qui ne seraient pas soumis à une tutelle particulière, tout ce qui est fonds dédiés, hedge funds, les activités de wealth management également. Bon, évidemment, le cas tout à fait topique des holdings, hein, qui est évidemment à l'origine complètement stigmatisé. L'immobilier, le secteur assurantiel, on voit que finalement la périmétrie est très très large. Alors la seule réaction effectivement que l'on peut anticiper, c'est qu'il faut veiller à ne pas multiplier ce type de réglementation qui se superpose elle-même avec d'autres réglementations domestiques de type anti-abus, abus de droit, mini-abus de droit. On superpose les strates naturellement. Et à la fin, le risque, c'est que finalement, on surenchérisse le coût de substance pour les acteurs européens, puisque les véhicules ont leur utilité et elle n'est pas systématiquement fiscale, elle est même dans la très grande majorité des cas non fiscale. Donc ils ont une finalité, une utilité économique naturellement réelle. Et donc veillons à ne pas pénaliser les acteurs européens, à défaut de quoi, effectivement, les acteurs anglo-saxons, d'ailleurs plus anglo que saxons, risqueraient effectivement d'en profiter. Donc je crois que c'est les seules conséquences qu'on anticipe, et donc évidemment c'est un sujet de veille particulièrement intense dans tout le secteur. Merci Antoine et Eric. Emmanuel, pardon. Eric, tu vas maintenant nous parler de 3 sujets européens encore. Et pour commencer, tu vas nous parler de la réponse de la MAFI à la consultation européenne sur DEBRA. Et DEBRA, je rappelle que ça veut dire Debt Equity Bias Reduction Allowance. Oui, et donc ce dispositif consiste à créer une incitation fiscale pour réduire l'endettement excessif des entreprises qui, endettement excessif, est considéré comme lié au biais fiscal à l'endettement, c'est-à-dire le fait que lorsqu'une entreprise se finance par la dette, elle déduit les intérêts de la dette, alors que lorsqu'elle se finance par fonds propres, les dividendes ne sont pas déductibles. Les travaux académiques sur ce sujet sont très anciens. Le FMI, comme la Commission européenne, avaient mis en lumière il y a déjà des années le risque systémique lié à ce biais fiscal et la nécessité de le réduire.
Et donc là, on ne s'y attendait pas forcément, mais la Commission européenne souhaite avancer rapidement et faire des propositions. Elle a donc lancé une initiative et une consultation en 2021 et elle a proposé 4 options pour réduire ce biais fiscal. La première option, c'est d'interdire purement et simplement la déduction des charges financières. Alors on voit que dans les États, ça a commencé déjà à se mettre en œuvre au moins partiellement. La deuxième option, c'est d'autoriser la déduction d'un intérêt fictif calculé sur les fonds propres, dit intérêt notionnel. Et il y a une petite différence entre option 2 et option 3, c'est option 2, on prend tous les capitaux propres. Option 3, on ne prend que l'accroissement des capitaux propres. Évidemment, prendre tous les capitaux propres, ça a un impact très élevé sur les finances publiques. Et donc, on voit bien que l'effet incitatif, il se produit sur les nouveaux capitaux propres. Donc on voit bien que l'option 2 est peu réaliste. Et enfin, l'option 4, c'est d'autoriser une déduction forfaitaire calculée sur les moyens de financement de l'entreprise. Donc face à ces propositions, effectivement, la MAFI s'est positionnée en 2021. Elle s'est prononcée très clairement en faveur de l'option 3, c'est-à-dire un mécanisme d'intérêt notionnel, et notamment en s'appuyant sur l'expérience italienne qui a déjà plus de 10 ans, qui a produit des effets positifs, qui n'a pas été véritablement remise en cause, sauf quelques ajustements suivant les changements de majorité politique, et qui s'est traduit par une véritable recapitalisation des entreprises italiennes. Alors, dans la réponse à MAFI, il faut également souligner qu'on a porté un point d'attention sur le dispositif anti-abus, parce que ce mécanisme est assorti de dispositifs anti-abus et il ne faudrait pas que ce soit une usine à gaz. On demande donc simplicité de mise en œuvre et clarté du dispositif anti-abus qui serait associé. Et enfin, beaucoup d'espoir. Voilà, cerise sur le gâteau. On aimerait qu'il y ait une petite carotte supplémentaire pour les PME et ETI afin qu'elles bénéficient d'un taux d'intérêt notionnel plus élevé que les autres entreprises pour faciliter leur financement par fonds propres. Voilà, le deuxième sujet européen, rapidement, sur lequel je voulais revenir, mais je n'entrerai pas dans le détail. On en avait parlé l'an dernier. On était à la veille de publier un guide professionnel d'Axis pour porter des précisions sur la façon de l'appliquer dans l'intermédiation financière. Donc on l'a fait, il est disponible sur notre site, vous pouvez vous y référer et les recommandations sont de 2 ordres, générales d'une part et appliquées à l'intermédiation financière d'autre part. Enfin, le troisième sujet dont je voulais dire 2 mots européens sur lequel on a travaillé en fin d'année de concert entre les différentes associations professionnelles de la place. Et donc, il y a eu des travaux menés par l'AFG, l'AFTI, la MAFI et la FBF. Et ensemble, nous avons saisi la DLF pour obtenir une sécurité juridique à l'égard de la mise en application au 1er février de cette année des nouvelles modalités du règlement européen CSD qui s'applique aux dépositaires centraux de titres. En fait, dans ce nouveau mécanisme qui entre en vigueur au 1er février, il est prévu un mécanisme d'application de pénalités obligatoires lorsqu'il y a un défaut de règlement livraison. Et ce dispositif étant prévu par un règlement européen transposé dans les différents dispositifs nationaux, certains acteurs s'inquiétaient de la lecture que pourraient faire les vérificateurs de l'article 39.2 du Code général des impôts qui prévoit la non-déductibilité des dispositions des pénalités légales et réglementaires. Et donc l'analyse que nous avons faite avec les associations professionnelles de la place, c'est que lorsqu'on remonte aux travaux parlementaires sur ce dispositif, on voit qu'il visait surtout à empêcher la déductibilité des pénalités qui bénéficient à des autorités publiques ou des organismes de sécurité sociale. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit de faire bien fonctionner un système de place privé de règlement livraison. Et c'est la raison pour laquelle on a bon espoir d'obtenir satisfaction, d'autant que l'analyse des textes, pour nous, revient à dire qu'il y a bien déductibilité des pénalités versées en application de ce règlement du côté de l'entreprise qui verse et imposition du côté de l'entreprise qui perçoit en réparation de son préjudice.
Voilà en quelques mots les 3 autres sujets européens sur lesquels on a particulièrement travaillé en 2021 à la MAFI. Merci beaucoup Eric et merci à tous. J'accueille maintenant Nicolas Meurant. Bonjour Nicolas, Étienne, bonjour. Tu es l'associé en charge de notre département patrimoine et actionnariat et tu vas nous parler des changements en matière de fiscalité personnelle. Alors ma compréhension, Nicolas, c'est que cette année, il y a un calme législatif, mais des avis de tempête jurisprudentielle. Est-ce que j'ai bien résumé la situation? C'est très bien résumé. Alors ce calme législatif, il permet finalement de distinguer 2 îlots. Un très positif et très rassurant, il n'y a pas de bouleversement de l'imposition des revenus d'investissement. On en reste à la flat tax, donc à cette imposition proportionnelle de 30% sur les revenus d'investissement. Et on maintient la mutation de l'ISF en IFI, impôt sur la fortune immobilière. Et de ce point de vue-là, pour avoir au cours de ces différents échanges souvent mis en avant l'imprévisibilité du législateur, on doit le remercier. C'est bien, c'est lisible. Simplement, il y a un deuxième îlot. Et ce deuxième îlot, il semble avoir échappé au législateur dont on avait compris qu'il défendait l'intérêt général dès nos premières années de droit. Trop d'impôts tue l'impôt. Et en 10 ans, l'impôt sur le revenu a augmenté de 56%. Cette augmentation de 56%, elle conduit pour les recettes liées à 2010, à 2020, on verra pour 2021, on verra pour 2022, à une imposition de l'ordre de 76 milliards, quasiment 77 milliards. Ces 77 milliards sont de plus accompagnés par un impôt direct qui touche tout le monde et qui s'appelle les prélèvements sociaux. Donc comme il y en a 4, je ne les égrenerai pas, mais tout le monde a en tête la CSG, et qui, eux, sont quasiment du double. Donc là, il y a beaucoup trop d'impôts. Et pourquoi est-ce qu'il y a trop d'impôts? Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas l'impôt quand on est fiscaliste, c'est parce qu'il est trop concentré. Les 10% des contribuables qui gagnent le mieux leur vie en travaillant payent 72% de l'impôt sur le revenu. Et si on poursuit la quête de la concentration, on dira même que les 2,3% les mieux disposant des revenus, pour le coup très importants, eux payent 45% d'impôt sur le revenu. Alors, il n'y a pas de mystère, ce n'est pas une situation qui est tenable dans la durée. Nous sommes toujours les champions, alors champions d'Europe, champions du monde, on est en compétition forte avec le Danemark pour savoir qui a le titre chaque année. Bon, on préférait dans d'autres classements que dans celui-là. Que dit la loi de finances? Non, tu l'as très bien dit, pas grand-chose, elle est beaucoup trop calme, elle est beaucoup trop timorée. Vous vous souvenez que l'année dernière, on avait parlé de l'extension de ces crédits d'impôt pour mobiliser l'épargne Covid vers les PME et les petites entreprises. Oui, très bien, c'est entré en vigueur, mais toujours avec un plafond. Et un plafond qu'on connaît très bien, c'est la limitation de 10 000 € par an pour les crédits d'impôt qu'on peut percevoir. Donc on peut investir dans autant de PME qu'on voudra, on ne réduit pas la facture fiscale du particulier. Donc ça, ce serait une mesure de bon sens, la fin de ce plafond de 10 000 € avant de faire des textes compliqués. Et puis donc des dispositifs qui tendent à redonner un peu de vigueur au service de contrôle sur certains éléments, comme les cryptoactifs, les départs à la retraite des dirigeants. Et pourquoi est-ce que la loi vient un peu verrouiller un certain nombre de décisions jurisprudentielles? Parce que précisément, ce calme législatif, il contraste avec une œuvre jurisprudentielle qui est très importante pour les entreprises et les particuliers, notamment dans le secteur financier. Alors, on a pris 3 points, parce qu'on aurait pu en prendre beaucoup d'autres, et on s'est efforcé de synthétiser et de prendre le plus important. On parle depuis de nombreuses années, tout d'abord, de la restitution des contributions patronales sur les produits d'actionnariat salarié, donc les actions gratuites
les options d'action, à la suite d'une décision forte du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017. Eh bien, nous et d'autres avons obtenu des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire qui vont dans le bon sens. Alors, c'est ce que vous voyez à l'écran. Hein. Tout d'abord, on a reconnu que quand les actions n'étaient pas distribuées, et on sait que pendant la crise Covid, beaucoup de conditions de performance n'ont pas été remplies dans les entreprises, eh bien, quand les actions ou les options ne sont pas distribuées, ne procurent pas des gains aux salariés, l'employeur a le droit d'obtenir restitution de ce qu'il avait payé à l'attribution des options, à l'attribution des actions pour la réforme d'avant 2015. Nous avons dû batailler assez longuement, hein, puisque les dernières opérations de restitution sur les actions gratuites, qui portent en général sur l'année 2015 avant le régime Macron, elles ont été obtenues en dernier lieu il y a quelques mois. Donc on a quand même affaire à des services qui n'appliquent pas facilement la décision du Conseil constitutionnel. Et dès juillet 2019, nous avions obtenu dans différentes juridictions, de région parisienne et hors région parisienne, l'extension aux options. Donc il reste une bataille importante qui est de savoir à partir de quand la perte des options et des actions gratuites offre droit à restitution. C'est très important. Quand la loi protège, il faut appliquer la loi qui protège, bien éclairée par la jurisprudence. Merci Nicolas. Alors, il y a des arrêts du Conseil d'État qui ont beaucoup fait parler d'eux cet été, hein, et qui ont fait souffler un vent d'incertitude et même de panique chez certains de nos clients. Est-ce que les gens ont eu raison de s'inquiéter? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, on parle ici d'arrêts importants. Hein. On parle d'arrêts de plénière du Conseil d'État de juillet 2021. Et ce sont des arrêts, finalement, qui viennent poser une nouvelle grille de lecture. Donc, pour répondre, oui, il y a matière à s'interroger sur ce qui a été fait, sur les investissements proposés aux managers de sociétés sous LBO, de façon à voir si, au regard de cette nouvelle grille de lecture, on est soit en plus-value, qui est le principe rappelé par le Conseil d'État, mais immédiatement suivi d'une grille très précise justifiant la requalification en traitement et salaire. Et c'est évidemment, des décisions, alors d'abord des arrêts de plénière, donc ils sont importants, hein, ils fixent la jurisprudence pour au moins une décennie, hein, c'est important, il faut en tenir compte. Et puis, ça porte bien cette fois-ci sur des instruments financiers dans lesquels les dirigeants ou les salariés avaient investi. Hein, on a rappelé l'arrêt Gayochet, c'était la promesse de partage de la plus-value, c'était contractuel. On déconseille ces schémas depuis très longtemps chez nous. Ensuite, on avait effectivement eu une extension finalement du domaine du contrôle, pour l'appeler comme ça, aux cotisations sociales, avec les arrêts dits barrières de 2019. Et donc finalement, hein, s'il y a une chose... S'il y a un élément fort à retenir de ces jurisprudences aujourd'hui, c'est que les services de contrôle, les juges, sont invités à apprécier espèce par espèce, cas par cas, si un faisceau d'indices prouvant que les plus-values réalisées par les particuliers trouvent ou non leur cause essentiellement dans leur fonction de dirigeant ou dans leur contrat de travail. Voilà. Et donc oui, ça crée beaucoup d'émoi. Alors juste avant de recueillir le commentaire d'Emmanuel là-dessus, je dirais que il n'y a pas que ces schémas de droit commun. Hein. Un certain nombre d'acteurs ont choisi de rester dans ces schémas de droit commun qui ne sont pas ceux que nous recommandons le plus, pour être très clair. Mais évidemment, par rapport au marché, ça craint des mois.
Je confirme, Nicolas. Naturellement, ces 3 arrêts du mois de juillet, effectivement, ont un petit peu bouleversé le paysage et amené les acteurs à revisiter, en fait, leur structure de package, ce qu'on appelle de management package, qui sont en vie. Alors, on pensait effectivement que la pratique qui s'est développée à la suite de la jurisprudence Gaillochet perdurerait, et on s'aperçoit que finalement, l'analyse qu'on croyait dominante à partir du risque financier réellement supporté par les managers s'efface en fait derrière une approche, moi, que je qualifierais presque de téléologique du manpack à chaque étape de sa vie, c'est-à-dire qu'à la décision, au vesting, à l'acquisition, à la cession. Comme Nicolas le soulignait, ce sont des arrêts de plénière, donc d'une importance réelle, qui quelque part créent, je dirais, une instabilité. Quand on fait la photo par rapport à l'évolution de la fiscalité des manpack dans les différents secteurs, on s'aperçoit finalement que même aujourd'hui, un secteur qui historiquement était préservé, qui est le secteur du private equity, avec des réglementations très spécifiques, des doctrines adaptées, est potentiellement, j'allais dire, dans le viseur de ces jurisprudences. Donc on ne peut qu'appeler à une clarification et finalement une simplification peut-être de ces régimes et une reconnaissance expresse de la légitimité économique de ce qu'est un management package aujourd'hui. Sujet complexe, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines années. Nicolas, pour finir en 30 secondes vraiment, je crois que tu voulais parler d'une jurisprudence récente qui ouvre des perspectives intéressantes. Oui, on a en effet en matière de primes d'impatriation, de régime d'impatriation, une confirmation jurisprudentielle qui est très bienvenue. Alors dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris de mars 2021, nous avons la confirmation d'une pratique et d'un régime contractuel qu'on met en place depuis l'origine du texte en 2005, qui est de bien définir la rémunération de référence. La rémunération de référence, finalement, c'est ce qui reste imposable, quoi qu'on prévoit en termes d'impatriation, quels que soient tous les sursalaires qu'on peut être amené à proposer à quelqu'un pour venir vivre en France plutôt qu'à l'étranger. On rappellera que dans le secteur financier, il y a évidemment beaucoup de centres dans des pays qui sont à 0 d'impôt sur le revenu. Et donc là, on a une définition objective de ce qu'est la rémunération de référence. Ça ne se limite pas, bien entendu, aux footballeurs et ça peut très utilement s'étendre aux dirigeants de société et aux traders. Merci Nicolas pour ce point sur la fiscalité personnelle qui est chaque année un moment fort. C'est notre conférence Loi de Finances. Et j'accueille pour finir cette conférence Hélène Alston, l'associée en charge du secteur Asset Management, qui va parler avec moi des changements en matière de fiscalité des entreprises. Et cette année, ce qu'on va voir, c'est que finalement, il y a assez peu de mesures impactantes pour les entreprises du secteur financier dans le cadre des lois de finances et que les rares mesures qui sont là sont plutôt pour se mettre en conformité avec les règles européennes. Et c'est pour ça qu'on a intitulé cette sous-partie « Une évolution sous contrainte ». Alors le premier point... Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Le premier point qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien dans la loi de finances sur le taux de l'impôt sur les sociétés. Ce qui veut dire qu'à compter de 2022, le taux de l'impôt sur les sociétés applicable est de 25%, 25,8% avec la contribution additionnelle. Et c'est donc conforme à la trajectoire du taux qui avait été votée il y a maintenant plusieurs années, un petit peu d'ailleurs avant le début du quinquennat. Et donc, c'est évidemment une bonne nouvelle. Et avec ce taux de 25%, on a eu une diminution très significative du taux de l'impôt sur les sociétés au cours du quinquennat, de 33% à 25%. On doit avouer que, et moi à titre personnel, j'étais assez pessimiste sur le fait qu'il tiendrait la trajectoire. Eh bien, on a eu tort, puisque aujourd'hui, le taux d'impôt est bien de 25%, ce qui nous met dans la moyenne haute, mais dans la moyenne
de l'Union européenne et de l'OCDE. Et donc, aujourd'hui, on peut dire, je pense, que le taux de l'impôt sur les sociétés en France n'est plus un obstacle à la compétitivité de la place de Paris et de la France plus généralement dans le secteur financier et pour l'économie. Pour les prochaines années, moi, je pense que l'objectif ne sera pas tellement de réduire davantage ce taux, mais surtout de le pérenniser, de rassurer les entreprises qu'il ne va pas y avoir de hausse de ce taux, notamment pour financer la dette Covid ou pour financer les dépenses de l'État qui continuent à augmenter chaque année. Alors ça, c'est ce qu'il n'y avait pas dans la loi de finances. Maintenant, Hélène, tu vas nous parler de probablement la principale mesure impactante pour le secteur financier dans la loi de finances. Voilà, alors oui, en ce qui me concerne, je traite de la loi de finances, voilà, et notamment de la possibilité de calculer certaines retenues à la source sur une base nette plutôt que sur une base brute. Alors, ça couvre plusieurs revenus, mais aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, on va regarder les redevances et les dividendes. Alors, comme tu le disais, Étienne, c'est une mesure de la loi de finances, mais c'est une mise en conformité avec le droit européen. Car cette mesure, en fait, elle fait suite à plusieurs décisions jurisprudentielles et à une mise en demeure de la Commission européenne qui s'est soldée en mai dernier par une décision du Conseil d'État. Alors, que nous dit cette décision? En fait, avant cette décision, pour un même revenu, disons, de dividende et à bénéficiaire comparable, un bénéficiaire français est taxé sur ce revenu sur une base nette, tandis qu'un bénéficiaire étranger, lui subit une retenue à la source sur ce dividende, mais sur le dividende brut. Donc évidemment, ça a été jugé comme discriminatoire et contraire au droit européen. Donc la loi de finances en prend note et du coup vient confirmer que le calcul de la retenue à la source doit désormais pouvoir s'effectuer sur une base nette. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on a deux situations à distinguer. En gros, on a les redevances d'un côté et les dividendes de l'autre. Sur les redevances, on va appliquer un abattement forfaitaire de 10% automatiquement, ce qui fait que la retenue à la source sera de fait calculée sur une base nette, donc 90% du revenu brut. Alors ça, c'est facile, c'est automatique. Maintenant, la deuxième situation, et ça concerne plus particulièrement les dividendes, c'est la possibilité de demander un recalcul de la retenue à la source en justifiant du chiffrage des charges et d'une comparabilité avec une situation domestique. Et ça, c'est plutôt sur les dividendes, ça demande un peu plus de travail et ça ne se fait que par réclamation. Alors, les enjeux peuvent être très importants. Alors, on peut penser évidemment aux sociétés d'assurance vie, et c'était le cas dans l'affaire jugée par le Conseil d'État, qui ont des charges très importantes liées aux provisions techniques. Mais de façon générale, cela concerne toutes les personnes morales et les organismes qui ne bénéficient pas d'exonération et qui ne peuvent pas imputer un crédit d'impôt sur la charge qu'elles reçoivent. Donc, on voit quand même le défi pour l'administration d'appliquer des règles conformes au droit européen, mais en maîtrisant quand même le budget, parce que tout ça, ça coûte cher, et en contrôlant le bien fondé des demandes. Et ça explique aussi pourquoi ça ne peut être fait que par voie de réclamation. Alors, à ce titre, on attend quand même quelques précisions d'ordre pratique pour pouvoir compléter les dossiers de demande pour les contribuables étrangers, parce que ça va faciliter la vie de l'administration, mais aussi la vie des contribuables. Voilà. C'était rapide, mais voilà, ça c'est la mesure de la loi de finances qui change quand même le paradigme sur les retenues à la source. Alors, en parlant de retenues à la source sur dividendes, évidemment, ça m'amène à évoquer le sujet des enquêtes sur la pratique des prêts de titres. Et ça a fait l'objet de pas mal de discussions à la Commission des finances au Sénat en fin d'année 2021. Donc, on sait qu'il y a des procédures en cours sur un certain nombre d'établissements de la place, mais il y a aussi des enquêtes similaires dans d'autres pays européens. Alors, je me tourne vers Emmanuel. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ? Alors, le sujet est assez délicat, puisqu'il va sans dire que ces problématiques de retenue à la source soulèvent de nombreux problèmes, en fait, particulièrement dans la suite des affaires qu'on a connues en Allemagne, dites de Cum-Ex, qui, elles, n'étaient pas sans rappeler effectivement l'époque des fonds dits turbo, à la grande époque de l'avoir fiscal
en France qui effectivement suscite à juste titre l'ire des administrations fiscales et on le comprend aisément. Plus compliqué est le paysage, ou en tout cas de ce que l'on appelle le cum-cum, pour lesquels les remises en cause en fait, systématiques par les administrations en fait, des opérations de transfert économiques, appelons-les des transferts économiques ou synthétiques d'actions, entraînent systématiquement l'exigibilité d'une retenue, en tout cas tel est l'avis en tout cas des administrations d'un certain nombre de pays, en considérant que la simple attribution d'une performance économique dividendée suffit à entraîner le prélèvement de la retenue à la source, avec toutes les complexités induites derrière, dans les cas notamment que visait Hélène, pour lesquels cette retenue serait partiellement ou totalement remboursable. Et toutes ces difficultés, en fait, contribuent assez largement à fragiliser les métiers de l'intermédiation action en France. Or, comme vous le savez, les opérateurs français sont des opérateurs importants sur la scène internationale et leur business model s'en trouve ainsi fragilisé. Sur le plan technique, on pensait, sur le plan juridique, que les textes qui avaient été successivement votés il y a quelques années, l'article, je crois, 220, 1A, troisièmement, en ce qui concerne les actions étrangères, et le souci d'éviter le développement d'une marchandisation des crédits d'impôt, et la loi de finances pour 2019 s'agissant effectivement des cessions temporaires d'actions françaises, on pensait effectivement que ces textes donneraient une certaine clarté juridique aux opérateurs. Bon, tel n'est manifestement pas l'avis de l'administration française. Et finalement, au-delà de toutes ces offensives et de l'agitation parlementaire qui s'en est suivie, notamment, on a parlé d'une audition notamment au Sénat, les opérateurs, eux, demandent clairement une clarté et une pérennité, une stabilité d'un régime, un level playing field, car naturellement il ne s'agit pas d'exercer ou d'empêcher les opérateurs de poursuivre leur métier en France, puisque lorsque les opérateurs étrangers sont, eux, susceptibles de le poursuivre à partir de l'étranger, et que donc on ne peut que aspirer effectivement à cette stabilité, étant entendu que, sans oublier les quelques 8 ou 9 milliards qui traînent dans les caisses des trésors européens, qui aujourd'hui sont en attente, c'est-à-dire de remboursement. D'où la nécessité, effectivement, d'un régime clair et pratique. Voilà, alors en attendant l'avis des sages sur le sujet, qui ne manquera pas d'intervenir à une échéance plus ou moins lointaine, Étienne, est-ce qu'on peut revenir à des notes prospectivement contentieuses, ou peut-être pas prospectivement, plus positives? Merci Emmanuel. On arrive bientôt à la fin de cette conférence, mais effectivement, on voulait avoir des notes un petit peu plus positives. Et je voulais vous parler d'une décision récente du Conseil d'État qui ouvre des perspectives intéressantes. Il s'agit d'une décision du 15 novembre 2021 qui annule une doctrine administrative pour excès de pouvoir. La situation visée est celle d'une société qui réalise une plus-value à long terme sur des titres de participation étrangers avec une imposition de la plus-value dans l'État de résidence de l'entité cédée en application de la convention fiscale. Dans ce cas, on sait que la position traditionnelle de l'administration fiscale française, c'est de refuser l'imputation en France du crédit d'impôt correspondant à l'impôt payé à l'étranger, dans la mesure où la plus-value à long terme n'est pas elle-même soumise à l'impôt en France. Alors, le problème, c'est qu'on a en France une quote-part de frais et charges de 12% qui aboutit à une imposition effective de cette plus-value de l'ordre de 3 à 4% en fonction des années. Et pour le calcul de la quote-part de frais et charges, l'administration admettait uniquement de déduire de la plus-value le montant de l'impôt payé à l'étranger, mais refusait d'imputer le crédit d'impôt
correspondant à l'impôt étranger. Donc il y avait clairement une double imposition. Le Conseil d'État a donné tort à l'administration en considérant que cette quote-part de frais et charges aboutissait bien en France à une imposition, certes une imposition à taux réduit, mais une imposition, et donc que le crédit d'impôt devait pouvoir être imputé en France sur cette quote-part de frais et charges. Ça crée évidemment des opportunités de réclamation pour les groupes qui, depuis 2019, ont cédé des titres de filiales qui sont situées dans des États où la convention avec la France permet une imposition locale. On pense à l'Italie, à l'Espagne, à l'Autriche, au Brésil et au Japon. En tout cas, c'est ceux que j'ai rencontrés récemment. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Et il faut bien évidemment aussi que la société française ait réalisé au cours de l'année d'exercice de cession une plus-value nette à long terme, puisqu'on sait que c'est dans ce cas-là uniquement qu'il y a une quote-part de frais et charges. Mais surtout, au-delà des plus-values, on peut se demander si on ne pourrait pas appliquer un raisonnement similaire aux dividendes, et en particulier aux retenues à la source prélevées sur les dividendes distribués par les filiales étrangères. Alors, Eric, pour clore cette conférence, peux-tu nous dire 2 mots de la TTF ? Oui, mais très rapidement, pour vous indiquer que comme chaque année dans les semaines qui viennent, on publiera le guide professionnel Amafi sur la mise en œuvre de la TTF française, avec la liste notamment des sociétés dont les titres cédés en 2022, dont l'acquisition des titres génère cette imposition. Il y a une augmentation du nombre de titres, on passe à 147 sociétés au lieu de 129 l'année dernière. Malheureusement, la liste est parue un peu tard parce qu'il y avait une divergence de vue entre d'un côté la Mafi Euronext et de l'autre côté l'administration mi-décembre. Mais bon, elle a été publiée, on l'a diffusée. On mettra ça à jour dans notre guide. Et puis, deuxième point sur la TTF, un de nos adhérents a obtenu un rescrit individuel concernant la création de parts d'ETF à réplication physique. La question était de savoir s'il y avait dans cette opération un redevable de la TTF qui devait être le prestataire de services d'investissement ou le dépositaire. L'administration a répondu. Le prestataire d'investissement, quand bien même il n'est pas dans une situation où il procède à une acquisition de titres, puisqu'en fait il va livrer les titres et ne pas procéder à une acquisition. Donc ce point-là sera également intégré dans le guide qui va être publié ces jours-ci. Voilà, Étienne. Merci Eric. Cette conférence est maintenant finie. Merci beaucoup à tous de votre écoute. Portez-vous bien et à très bientôt.